Merci de nous recevoir chez vous. Après 95 jours de détention, Guy Marius Sagna a recouvré la liberté ce mardi, massé devant le camp pénal pour l'accueillir. Ses camarades de la plateforme Union Langue ont raté sa sortie, une manœuvre des autorités que dénonce Maître Khourechiba. Mme Khadija Rifal était sur place. Détenu pour des délits d'attroupement, trouble à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée et rébellion, Guy Marius Sagna hume enfin l'air de la liberté après 95 jours derrière les barreaux. Devant le camp pénal, journalistes et compagnons de l'activiste sont tous au rendez-vous pour sa libération. Mais hélas, après une longue attente, l'un de ses avocats nous apprend qu'il a été relâché depuis. L'avis a été transféré sans délai à la prison du camp pénal. C'est l'État, hein? Ils attendaient déjà tout cela. On n'a pas voulu vous permettre d'immortaliser la sortie de M. Guy Marius Sagna. Bon, en tout état de cause, moi j'ai sollicité une visite. Je ne pouvais pas venir demander si M. Guy Marius Sagna est bel et bien dans vos locaux. Je sais qu'il est là et donc je suis venu solliciter une visite. On m'a dit gentiment au niveau du greffe du camp pénal d'où je sors que je ne peux pas voir M. Guy Marius Sagna parce qu'il vient d'être élargi, il est sorti. Donc retenez qu'il est sorti. Du côté des camarades de Guy Marius Sagna, on assure que le combat continue. Guy Marius Sagna et nos camarades qui étaient allés pacifiquement manifester devant le camp pénal y étaient pour une raison, c'est-à-dire une raison qui est chère à tout le peuple sénégalais, c'est-à-dire le retour, que le gouvernement revienne sur la décision de hausse du prix de l'électricité. Et ce combat, il va continuer. Le collectif, dans les jours à venir, Inch'Allah, tiendra une conférence de presse pour se prononcer sur la suite du combat. Partagé entre la joie de savoir Guy Marius Sagna libre et la déception d'avoir raté sa sortie, les activistes rappellent que cette libération après 95 jours de détention ne gênera en rien leur détermination à poursuivre le combat contre la hausse des prix de l'électricité. Deuxième cas de coronavirus au Sénégal, il s'agit d'un résident français âgé de 80 ans. D'après un communiqué du ministère de la Santé, le vieil homme est arrivé au Sénégal le 29 février 2020. Consulté à l'hôpital Roi Baudouin, il a ensuite été transféré à Fann. Son état clinique et serait stable selon le communiqué. Et restons toujours pour parler de l'affaire de l'épidémie du coronavirus. Au lendemain de l'apparition d'un premier cas au Sénégal, la peur commence à s'installer. Toutefois, refusant de céder à la panique, certains commencent déjà à prendre leurs précautions, nous dit Fat Bintou Diouf dans ce reportage. Mieux vaut prévenir que guérir, semblent se dire les Dakarois après l'apparition d'un premier cas de coronavirus. Le coronavirus, comme on vient de le constater dans notre pays, à son entrée, peut-être on en a trouvé encore un seul cas. Espérons que ça s'arrête là-bas d'abord. Concernant nos préoccupations pour la maladie là, les voilà est passé par là et puis le paludisme est pire que lui. Parce que le paludisme tue mieux que le corona. Face au risque élevé de contagion, beaucoup de Sénégalais ont pris des dispositions pour se protéger. La maladie a une étendue grande. Donc, c'est lié avec les mains, d'autres comportements comme les vendeurs, hein, ceux qui vendent les beignets dans les rues, partout, à terre, à travers. Donc, doivent se protéger avec les mains, se laver avec de l'eau de javel. Nous prions les Sénégalais qui ont échangé avec le Français de bien vouloir se rendre à l'Institut Pasteur. Cette situation nous concerne tous. Aidez-nous à stopper cette épidémie. Chacun doit prendre ses précautions. Le coronavirus est sérieux, donc arrêtons les plaisanteries et voyons comment faire pour éradiquer cette maladie. Malgré l'inquiétude, il ne faut surtout pas céder à la panique. Ces Sénégalais lancent un cri du cœur. Tout à fait. Concernant les réseaux sociaux, les autres organes, moi je me dis qu'ils doivent bien informer les gens, juste pour ne pas les faire peur de la situation qui se passe, qui saisissent. Le coronavirus a fini par franchir les frontières du Sénégal. Un cas confirmé à Dakar et chacun commence à prendre ses précautions. Pendant ce temps, les autorités font tout afin d'éviter la panique.
À Ziguinchor également, Fadbintou Diouf, la précaution est de mise. Un bateau transportant 38 touristes a été intercepté au port de Carabane et envoyé à Dakar pour un contrôle sanitaire. Le gouverneur de la région qui donne l'information rassure que les autorités administratives et sanitaires sont en alerte face au coronavirus. Voici Guédi Diouf, gouverneur de la région de Ziguinchor, au micro d'Amadi Khalidjemé. Aujourd'hui, nous avons accentué les mesures, notamment le cas particulier de l'aéroport du Cap Skirring qui accueille chaque semaine au moins 2 vols internationaux. Et ces vols-là nous viennent directement de l'Europe. Compte tenu de la situation qui prévaut actuellement dans ces pays, nous avons instruit le médecin-chef de région de mettre en place une équipe technique composée de médecins et d'agents de la santé avec l'équipement nécessaire pour pouvoir, à l'arrivée des passagers, de les soumettre au contrôle nécessaire jusqu'à ce que le virus puisse être enrayé. Nous avons arraisonné un bateau de touristes qui voudrait visiter le département de Oussouye au niveau du port de Carabane. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'était un défaut de formalité, mais la raison principale, c'était lié à l'absence d'un certificat d'inspection sanitaire. Depuis que le coronavirus est apparu, l'État du Sénégal a institué un contrôle sanitaire obligatoire, une inspection sanitaire obligatoire de tous les navires qui accostent au niveau des ports du Sénégal. C'est dans ce cadre-là que le bateau a été tout bonnement retourné à Dakar pour se conformer à cette inspection sanitaire. L'apparition du coronavirus a donné naissance à toutes sortes de rumeurs au Sénégal, mais des informations souvent difficiles à vérifier, ce qui tend à créer la panique et remettre en cause le travail des professionnels des médias. Et pour certains responsables de rédaction, l'État doit certes faciliter l'accès à l'information, mais les journalistes aussi doivent prendre des précautions, nous dit Rohanong. Au moment où le Sénégal vient d'enregistrer son premier cas de coronavirus, nombreux sont les citoyens à ne plus rater les journaux pour s'informer sur l'évolution de la maladie, une situation qui augmente la responsabilité des journalistes, même si leur travail de tous les jours doit reposer sur le recoupement et la vérification des informations avant la diffusion. Ousmane Sen, directeur général de UCAD FM. En ce genre de calamité, le journaliste doit être un agent de développement, un agent régulateur, un agent conciliateur. C'est-à-dire qu'il doit donner l'information, mais il doit aussi pouvoir orienter l'action du gouvernement vers les populations, mais aussi changer le comportement des populations par une communication responsable. La presse n'est qu'un relais. Elle doit donc relayer la bonne information. El Hazin Diogoudjen, rédacteur en chef de la RFM, lui emboîte le pas. Dans de pareilles circonstances, les gens sont un peu gagnés par la panique. Il y a une psychose. Donc nous, les médias, notre rôle n'est pas d'affoler ou de paniquer, de faire paniquer les populations, mais plutôt de les rassurer, mais aussi d'essayer de les donner la bonne information. C'est très important. Et surtout, donner des informations qui peuvent aider les populations à mieux gérer une telle situation. C'est important. Par ailleurs, Ousmane Sen soutient que l'État du Sénégal et les rédactions doivent prendre des mesures en vue d'accompagner les journalistes pour un meilleur traitement des informations relatives au coronavirus. Je pense que les responsables des rédactions sont assez responsables et je pense qu'ils vont prendre toutes les mesures nécessaires. S'il le faut même créer des budgets particuliers pour au moins sauver ces agents par le biais de l'hygiène, mais surtout aussi par le biais de rencontres, d'échanges pour voir comment aborder cette question parce que nous n'avons pas les moyens. Ne pas se précipiter, vérifier et bien recouper les informations. Telles sont les attitudes que doivent toujours adopter les journalistes. Ces derniers doivent être beaucoup plus vigilants par rapport au traitement d'une information aussi sensible que celle relative au coronavirus qui a fini d'installer la psychose dans le monde entier.
Sans jour de sujet à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur UE à l'Université Alioune Diop de Bambey. Les étudiants reprochent à Cheikh Oumar Anne les difficiles conditions d'études. Interrogé, le ministre minimise cet affront et magnifie les réalisations du gouvernement au niveau de l'enseignement supérieur. Suivant, on me fait signe que l'élément n'est pas en place. Nous y reviendrons sûrement avant la fin de cette édition avec Mamadou Matarsar. À Louga, le conseil municipal a adopté le plan d'aménagement du boulevard Abdou Diouf, ce aux grandes dames des conseillers municipaux regroupés dans un collectif pour s'opposer au projet. Ces derniers dénoncent un forcing et demandent à l'État de placer la mairie sous délégation spéciale. Omar Kairé nous en dit plus. Des conseillers municipaux qui sont dans le collectif Art Boulevard Abdou Diouf n'ont pas tardé de montrer leur déception suite à la délibération du conseil municipal de Louga donnant feu vert au maire Moustapha Diop pour son projet d'aménagement du boulevard Abdou Diouf. Un forcing qui ne dit pas son nom, c'est ce que nous avons assisté aujourd'hui. Nous allons entreprendre toutes les voies de recours parce que le juge administratif, au moment où nous parlons, a été saisi. Eux et ses partisans avaient brandi un contrat qui avait été signé entre le maire et le promoteur. Aujourd'hui même, je vous dis encore, une autre convention est sortie. Le maire qui vante les mérites de son projet indique que l'intérêt de Louga doit être au-dessus des considérations politiques. Il invite les détracteurs de ce projet à revenir à de meilleurs sentiments. Je tiens à rassurer les populations par rapport à ce projet parce que Louga va beaucoup y gagner. Je suis toujours ouvert au dialogue, comme je l'avais dit à Martiam. Lui aussi m'a fait savoir qu'il n'est pas totalement contre ce projet, mais a toutefois des amendes à proposer. Discutons-en. Le collectif qui continue de dénoncer l'attitude de leur maire pour non-respect du Code des collectivités territoriales demande l'État du Sénégal à prendre ses responsabilités. Rien n'a été respecté, ni la forme, ni les procédures. Tout a été biaisé. Donc partant de là, nous nous disons jusqu'à présent que ce mairie doit être mis sous délégation spéciale. Parce qu'un maire qui ne savent même pas comment mettre en œuvre un projet. En plus, nous sommes d'accord pour l'embellissement du boulevard, mais nous ne sommes pas d'accord pour la cantonisation du boulevard. Moustapha Diop balaie d'un revers de main toutes ces accusations et soutient avoir agi légalement. Comme vous n'êtes pas dans les dispositions pour dialoguer, je suis venu proposer le projet au conseil municipal qui est souverain. C'est aussi simple que ça. Amartiam et ses camarades conseillers ont aussi déploré la présence des forces de l'ordre et des gros bras lors de la tenue du conseil. L'autre acte du maire qui ne l'honore pas, a-t-il clamé. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Le ministre de l'Enseignement supérieur UE à l'Université de Bambey, l'université qui porte le nom de Alioune Diop, les étudiants reprochent à Cheikh Oumar Anne les difficiles conditions d'études. Interrogé, le ministre minimise cet affront et magnifie les réalisations du gouvernement au niveau de l'enseignement supérieur, nous dit Mamadou Matarsar. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, accueilli par des UE à l'Université Alioune Diop de Bambey. Ces étudiants très en colère dénoncent leurs difficiles conditions d'études. Actuellement, nous avons à peu près 3000 bacheliers qui sont orientés ici et actuellement on a un effectif total de presque 9000 étudiants. On est dans les intervalles 8000, 9000 étudiants avec des conditions très difficiles. Un seul restaurant qui est fonctionnel, qui est d'une capacité de 180 places. Un seul amphithéâtre de grande capacité qui est de 500 places. Des déficits de salles de TD. Actuellement, nous avons 14 salles de TD qu'on a empruntées dans le lycée de Bambey. Interpellé, le ministre minimise avant de rappeler les réalisations du gouvernement dans cette université Alioune Diop de Bambey. Maintenant, les étudiants, nous sommes dans une cité universitaire. Hein. J'ai visité le campus à des heures. Un amphi, tous ces trucs-là, mais je n'étais pas allé sur un cours se faisait. Mais vous avez vu le cadre, c'est ça qui est important. Le message, ce n'est pas des étudiants qui hurlent. Vous n'avez pas vu la qualité des infrastructures? Il n'y en a pas, ça n'existe pas ailleurs.
Moi, c'est ce que j'ai vu. Depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, chaque année, c'est des centaines de milliards qui sont investis. Nous avons des ambitions de porter l'université Bambey à des capacités de 15 000 places, qu'il faudra, comme je l'ai dit, tout en planifier nos investissements. Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, s'est prononcé sur la situation de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Il regrette les actes de violence et appelle les acteurs au dialogue. Il faudra appeler au calme, demander les gens s'il y a des revendications, on les met sur la table. Tout le monde, toute la communauté doit bannir la violence. Touba Mbaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walf. Les populations du Boundou du Sénégal et de Gadiaga au Mali ont manifesté à Kidira dans le département de Bakel. Cette marche a été l'occasion pour fustiger la présence des orpailleurs tout au long du fleuve Falémé. Ces derniers constituent un danger dans la mesure où ils ne cessent d'utiliser des produits chimiques, nous dit Solibra Madabo. Face à la pollution du fleuve Falémé par des orpailleurs, entraînant ainsi des conséquences désastreuses, les populations environnantes du Boundou au Sénégal et de Gadiaga au Mali, directement affectées, ont uni leurs forces et investi la rue pour dire non à l'utilisation des produits chimiques. La vie des gens est atteinte, il y a des maladies, le bétail meurt. En fait, rien ne va. Tout de suite, même si vous allez au fleuve, vous verrez que l'eau est pure. C'est donc un grand danger pour les populations. Les agents de santé sont là, les spécialistes sont là, l'eau est complètement pourrie. Vous l'avez entendu que quand vous allez tout de suite au bord de la Falémé, il n'y a pas de présence de crapauds. Ça veut dire déjà que toute la vie aquatique qui est là-bas est détruite. Les différents intervenants, le danger est toujours là et même les moustiques se font rares. À cette occasion, d'aucuns ont directement accusé certains chefs de village d'être de véritables complices des dragueurs. Les jeunes qui aujourd'hui n'ont aucun issue que l'agriculture, l'élevage ou la pêche, voient leur rêve anéantir. Tous ceux qui sont venus ici pour représenter les villages, en tant que chef de village, je voudrais qu'ils soient les premiers complices de cette situation. Il faut qu'on sensibilise, ayons le courage de le dire. Car aucune activité maraîchère n'est possible tout au long du fleuve. Et nos enfants qui se baignent dans ces eaux polluées sont toujours malades. Partis du centre de la ville, la marche a abouti à la sous-préfecture où les fils de la jeune, venus même de la diaspora, ont remis un mémorandum au sous-préfet. Les autorités, ils ont fait quelque chose, il faut le reconnaître. Mais c'est insuffisant. Comme vous l'avez souligné, monsieur le coordinateur, il y a eu des dégâts énormes. Aujourd'hui, l'État est conscient de ce phénomène, en train de prendre les mesures ici. Je voudrais vous rassurer, monsieur le coordinateur, nous remettrons à qui de droit ce mémorandum. Toutefois, pour sauver la vie de ces nombreuses populations, disent-ils, les marcheurs qui interpellent les présidents sénégalais, maliens et guinéens entendent passer à la vitesse supérieure. Si rien n'est fait. L'action, c'est voir ce que les différentes autorités maliennes et sénégalaises, Macky Sall et Ibrahim Boubacar Keïta vont faire. Sinon, ce serait alors la confrontation physique. De retour de Kidira, Solibra Madabo, Hassan Sané pour la radio-télévision Walfadjri. Après une première rencontre à Touba pour dénoncer la mauvaise gestion de l'eau dans le monde rural, les populations de Thiès et de Diourbel poursuivent le combat et se sont constituées en collectif pour demander le départ de Aquatec, nous dit Ibrahim Ndiaye. La commune de Toubatoul a abrité une rencontre interrégionale Thiès-Diourbel pour dénoncer la mauvaise gestion de l'eau dans le monde rural par la société Aquatec, selon les populations du Baol et du Cayor. Tout le Baol et le Cayor qui s'est réuni à Toubatoul pour dénoncer la loi portant sur la réforme de l'hydraulique rurale. Une réforme qui a abouti à un mécontentement général et généralisé dans tout le monde rural. Une réforme sur l'hydraulique rurale que ces populations de ces régions de Thiès et Diourbel jugent inopportune. À travers cette union interrégionale, tous les départements de Thiès et de Diourbel dénonçons vivement cette démarche étatique visant à confier la gestion de l'eau à une société dénommée
Aquatech. La gestion de celle-ci n'est pas meilleure que celle de la population locale, selon leur porte-parole, Mamadou Diouf. Il y avait une gestion locale et ces vaillants citoyens réussissaient des choses extraordinaires. Ce que nous attendions de l'État, c'est véritablement de mieux outiller. Toujours pour apporter des précisions par rapport au non-paiement des factures, les populations soutiennent ceci. Si demain, on installait des comités ad hoc, gérés par des... Namora est dépourvue d'infrastructures éducatives. Cette cité située dans la commune de Tuawanpel n'a ni collège, encore moins de lycée. Les élèves sont obligés de faire des kilomètres pour aller faire cours. Face à la presse, les habitants interpellent l'État du Sénégal. Voici le porte-parole Momodou Diédiou au micro de Nazib Sagna. Comme vous le savez, Namora fait partie de la commune de Tuawanpel-Niag. Donc c'est une localité qui est en plein cœur de Dakar, mais qui manque de tout, où il y a une situation vraiment désolante par rapport au minimum qu'il faut pour pouvoir vivre. D'abord, par rapport au foncier. Ici, il y a une situation désolante, surtout par rapport à tout ce qui concerne le foncier. N'est-ce pas? Donc c'est une zone où les gens y vendent des terrains à tout bout de champ. Aujourd'hui, ici, ça manque tout. Il n'y a pas d'infrastructure socio-économique de base. Au moment où, dans les villages, les gens parlent d'abris provisoires, il faut éradiquer les abris provisoires. Nous, on ne voit même pas d'abris provisoires ici. Aujourd'hui, nous, on nous aurait donné un abri provisoire, on serait content. Donc, pour dire qu'il n'y a pas d'infrastructure vraiment socio-économique de base. Les écoles, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'école élémentaire ici, ni de collège, ni de lycée. Les enfants sont obligés d'aller à des kilomètres pour apprendre, ça pose problème. Par rapport à l'eau, il n'y a pas d'eau courante ici. Les gens parlent de coronavirus. Mais si ça arrive au Sénégal, ça risque d'arriver très vite ici à Namora. Parce qu'il n'y a pas d'eau courante. Par rapport à la santé, on a construit ici un centre de santé qui n'est pas achevé. Aujourd'hui, nous, on a des problèmes. Des femmes enceintes ici, pour les évacuer, c'est des difficultés. Vous avez vu l'état des routes. D'ici Tuawanpel, c'est 2 km, il n'y a pas de route. Chaque jour que Dieu fait, il y a des agressions dans la localité. La gendarmerie est au niveau de Sokabek, mais on a besoin de temps en temps qu'il y ait des patrouilles dans la zone. Que l'État puisse effectivement prendre ses responsabilités par rapport à la localité, qu'il prenne le dossier de Namora en main pour que les populations puissent vraiment se sentir sénégalais. Expresso lance son réseau 4G le 31 mars prochain. En conférence de presse, la rédaction a tenu à préciser que d'autres services additionnels vont être fonctionnels au cours de cette année. Cette annonce survient quelques jours après la signature d'un partenariat avec Huawei. Mamdiabi Gassama et Pape Samba étaient de la rencontre. C'est officiel, le 31 mars prochain, les consommateurs d'Expresso pourront se connecter au réseau 4G. Aujourd'hui, l'objectif d'Expresso Sénégal reste toujours le même, c'est-à-dire permettre l'accès aux populations à la richesse du monde connecté, qui explique aujourd'hui qu'on soit là tous réunis pour célébrer le premier appel passé sur notre réseau 4G. À partir du 31 mars, nos clients, nos consommateurs sénégalais pourront bénéficier des offres commerciales 4G. Un réseau et une connexion plus performants. Ce qui va changer dans l'expérience client, je pourrais dire, c'est la vitesse de la connexion. Aujourd'hui, je pense que la plupart des Sénégalais utilisent l'Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour visualiser des films. Donc aujourd'hui, avec cette 4G d'Expresso Sénégal, l'expérience sera encore plus meilleure en termes de connexion, de rapidité et de fiabilité. Nous avons entamé un grand projet qu'on a appelé un projet de modernisation. Et donc, qui parle de modernisation parle de qualité de réseau. Que ce soit le réseau 3G, que ce soit le réseau 4G, nous assurerons une qualité à nos consommateurs. Comme vous venez de le voir sur les tests techniques, on est monté jusqu'à 267 mégabits par seconde. Ceci est une performance, comme vous avez vu le voir sur les speed tests, les tests de vitesse du réseau. On est monté jusqu'à 267 mégabits. C'est plus rapide que le câble. Expresso annonce être prochainement en mesure de couvrir l'ensemble du territoire national. La plupart du temps, les régions et les zones rurales sont le plus souvent délaissées par les opérateurs de téléphonie mobile. Chez nous, à Expresso Sénégal, c'est un de nos objectifs. Donc dans les prochains jours ou dans les prochains mois, nous assurerons une couverture 4G sur tout le territoire national. Les prix seront abordables, les prix seront accessibles et je pense que nous sommes connus pour cela. On a toujours été un opérateur généreux et on ne compte pas quitter cet avantage-là qu'on a toujours offert à nos consommateurs sénégalais. Pour cette année 2020, l'ambition d'Expresso est claire. Il s'agit de revenir plus fort, plus efficace et plus performant afin d'offrir une expérience unique aux consommateurs.
Et nous en venons à l'actualité hors de nos frontières et porte la signature de Mélanie Amita-Sambo. Un avion de combat syrien a été abattu ce mardi par l'armée turque dans la province d'Idlib où de violents combats opposent des soldats des deux pays. Le pilote s'est éjecté mais finalement a retrouvé la mort. Cet avion de combat syrien a été pris pour cible par l'armée turque dans la province d'Idlib. Il s'agit du 3e avion de l'armée syrienne abattu. En Irak, Mohamed Alaoui, désigné il y a un mois pour former un gouvernement, a jeté l'éponge. Le Parlement n'a pas éprouvé les nominations qu'il proposait en jetant l'éponge. Mohamed Taoufik Alaoui a dénoncé l'obstruction des partis politiques, davantage intéressés selon lui par leur propre intérêt que par ceux du pays. Il ne reste plus que 15 jours au président irakien pour trouver un autre candidat. Depuis 5 mois, les jeunes sont dans la rue pour réclamer un changement total du système. Ils dénoncent la corruption des élites, le délabrement des services publics et le manque de travail. Les manifestations ont été durement réprimées. Plus de 500 personnes ont été tuées. Un 4e décès en France et c'est une personne contaminée par le nouveau coronavirus, a annoncé mardi le ministère de la Santé, tandis que la barre des 200 cas confirmés était dépassée. Ce mardi, 13 nouveaux cas ont été déclarés, portant le total à 204 cas en France. Parmi ces nouveaux cas, un décès supplémentaire a été annoncé ce matin dans le Morbihan. Il s'agit d'un homme âgé de 92 ans. Le Morbihan, qualifié second foyer de l'épidémie en France, est la plus touchée par l'épidémie. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Restez fidèles au programme de Walf TV. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Au revoir et très bonne fin de soirée.